Dans une petite ville où la justice et le pouvoir se croisent, un brillant médecin est appelé à sauver la vie de la fille du chef de la police. Mais sur la route dangereuse, un incident inattendu survient, 2 policiers racistes décident d'arrêter sa voiture sans raison valable, créant une confrontation inévitable. Le docteur Monique pourra-t-elle sauver la jeune fille? Cette histoire poignante soulève des questions cruciales. Un tel événement choquant marquera-t-il un tournant pour toute la ville? Suivez cette histoire marquante jusqu'au bout. Si vous aimez ce contenu, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager cette histoire avec vos proches, et surtout de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires inspirantes. Le docteur Monique Turner, l'un des meilleurs chirurgiens cardiaques du pays, a 40 ans. Elle a atteint un niveau de réussite que peu peuvent égaler. Ses interventions chirurgicales sont réputées non seulement pour leur succès, mais aussi pour sa capacité à gérer des situations médicales complexes. Son nom figure dans des revues médicales prestigieuses, et les hôpitaux les plus renommés lui proposent des salaires incroyables. Mais pour Monique, la médecine n'est pas une question de célébrité ou d'argent. Elle a choisi cette profession parce qu'elle croit que la vie humaine est ce qu'il y a de plus précieux. Ce soir-là, alors qu'elle terminait une longue journée dans son cabinet privé à Boston, son téléphone sonna. Une voix grave et pressante s'éleva à l'autre bout du fil. « Dr Turner, ici le chef de la police Alan Davis, de Springdale. Ma fille Lily, âgée de 16 ans, vient de subir une crise cardiaque massive. Les médecins ici disent que son état est critique et que vous seul pouvez la sauver. Je vous en supplie. » Monique sentit le désespoir dans ses paroles. Elle répondit calmement. « Dites-moi, monsieur Davis, de quoi souffre exactement votre fille? Elle a un trouble grave du rythme cardiaque dû à une anomalie congénitale. Les médecins ici ne sont pas qualifiés pour l'opérer, Dr Turner. Si vous ne venez pas, ma fille n'aura aucune chance. » Sans hésiter, Monique accepta. « J'arrive immédiatement. Envoyez-moi l'adresse de l'hôpital et les dossiers médicaux de Lily par email. » En moins de 20 minutes, Monique avait préparé son matériel et pris la route. Springdale se trouvait à environ 300 miles de Boston, soit un trajet de 5 heures. Consciente de l'urgence, elle décida de conduire directement plutôt que de perdre du temps à chercher un vol. Son SUV roulait à vive allure sur l'autoroute. À côté d'elle, son ordinateur portable affichait les dossiers médicaux de Lily. D'après les informations reçues, Monique savait que l'opération serait difficile. La jeune fille souffrait d'un défaut septal, une malformation empêchant le sang de circuler correctement dans son cœur. Sans intervention chirurgicale immédiate, Lily risquait de mourir. À mesure que les kilomètres défilaient, Monique réfléchissait aux étapes de l'opération, mais elle ne pouvait s'empêcher de sentir la pression du temps. Chaque minute écoulée diminuait les chances de survie de Lily. Lorsqu'elle approcha de Springdale, Monique commença à ressentir une certaine appréhension. Elle savait que son apparence, une femme noire dans une banlieue inconnue, pouvait attirer des regards scrutateurs, voire hostiles. Pourtant, elle ne pouvait pas se permettre de perdre une seconde. Alors qu'elle voyait enfin les lumières de la ville, un éclat rouge et bleu apparut dans son rétroviseur. Une voiture de patrouille de police la suivait de près. Monique pria pour que les agents passent leur chemin, mais ce ne fut pas le cas. La sirène retentit brièvement, lui signalant de s'arrêter. Elle se gara sur le bas-côté, son cœur battant à toute vitesse. 2 policiers sortirent de leur véhicule et s'approchèrent. Dès qu'ils croisèrent son regard, Monique sentit un malaise s'installer. L'un d'eux était un homme d'âge moyen aux cheveux courts, marchant vers la fenêtre de la voiture. L'autre se tenait derrière lui dans une position défensive, sa main flottant près de l'arme accrochée à sa ceinture. « Permis de conduire et immatriculation du véhicule », dit le policier d'une voix froide et hostile. Monique baissa la vitre et tendit ses papiers. « Officier, je ne pense pas avoir fait quelque chose de mal. Je respectais la limite de vitesse. » L'officier la regarda en plissant les yeux à travers la fenêtre. « Nous avons remarqué que vous dépassiez plusieurs véhicules sur la route. D'où veniez-vous et où alliez-vous à cette vitesse ?» Monique prit une profonde inspiration pour rester calme. « Je suis le docteur Monique Turner. Je viens de Boston et je me rends à l'hôpital de Springdale. Le shérif Alan Davis m'a demandé d'opérer sa fille. Elle est dans un état critique.
Les deux policiers échangèrent un regard, puis éclatèrent de rire. Le shérif Alan Davis, dit l'officier derrière lui, d'un ton sarcastique. Tu veux qu'on croie que le shérif a appelé une femme noire pour sauver sa fille? Et qui plus est, une femme noire conduisant seule au milieu de la nuit? Monique sentit le sang lui monter au visage. Je n'ai pas le temps de discuter. S'il vous plaît, laissez-moi partir. L'officier qui tenait ses papiers resta immobile, sans faire un geste pour les lui rendre. Regardez, mademoiselle Turner, ou qui que vous prétendiez être. Nous avons parfaitement le droit de suspecter une femme noire conduisant une voiture avec des plaques de Boston dans notre ville, au milieu de la nuit. Comment savons-nous que vous ne transportez rien d'illégal? Monique ressentit une douleur d'injustice dans sa poitrine. Officier, je suis chirurgienne cardiaque. Mon travail est de sauver des vies. Si vous ne me croyez pas, appelez directement le shérif Davis. Oh, maintenant, c'est vous qui nous dites comment faire notre travail, répondit-il avec un sourire narquois. Et si je n'appelle pas? Qui sait ce que vous pourriez avoir dans cette voiture? Monique serra fermement le volant pour contrôler sa colère. Elle savait que toute réaction excessive risquait d'aggraver la situation. Mais les regards méprisants des deux hommes la faisaient se sentir impuissante face à un mur de préjugés insurmontable. Vous perdez un temps précieux. Une fille de 16 ans pourrait mourir si je n'arrive pas à temps. Sa voix tremblait de colère et d'inquiétude. Une fille de 16 ans, répéta l'officier, sa voix dégoulinant de sarcasme. Ça sonne bien, mais on n'y croit pas. Vous avez des preuves de ce que vous dites? Messieurs les policiers, si la fille du shérif meurt, vous serez responsables. Je vous préviens. Les mots déclenchèrent une réaction violente chez l'un des policiers. Offensé par ce qu'il percevait comme une menace, il sortit brusquement son arme et la pointa sur elle. Sale bâtarde! Qui es-tu pour nous menacer? Je vais te faire regretter ça. Monique sentit la peur s'emparer d'elle, mais elle essaya de rester calme. Monsieur l'officier, laissez-moi prouver que je dis la vérité. Appelez directement le shérif. Elle sortit son téléphone et composa le numéro de Davis. Lorsque ce dernier répondit, elle parla rapidement. Chef Davis, je suis arrêté par 2 agents à un point de contrôle routier. Ils ne me croient pas, ils ont leurs armes pointées sur moi et je ne peux pas bouger. La voix du shérif devint urgente. Passez-leur le téléphone. Tout de suite. Monique leva lentement le téléphone vers l'officier. Le chef veut vous parler. Le policier fronça les sourcils, mais il prit l'appareil. Bien que Monique ne puisse pas entendre clairement la conversation, elle remarqua que l'expression du policier changea. Ses yeux s'écarquillèrent, et il remit immédiatement son arme dans son étui. « Oui, monsieur, dit-il d'une voix plus basse. Nous allons la laisser partir immédiatement. » Lorsque l'appel se termina, le policier rendit les papiers et le téléphone à Monique. « Vous pouvez y aller. Je m'excuse pour le malentendu. » L'expression arrogante avait disparu, remplacée par la confusion et la peur. Mais Monique le regarda froidement. « Vous avez perdu un temps précieux. J'espère seulement qu'il n'est pas trop tard. » Elle démarra sa voiture et partit sans un regard en arrière. « Qui vous a arrêté ?» demanda Davis. Monique n'avait pas besoin de répondre, il le savait déjà. « Les policiers au poste de contrôle », dit-elle simplement. Davis serra les dents, et ses poings se crispèrent de colère. Une lueur dangereuse brillait dans ses yeux. Ils ont pris la vie de ma fille. Monique se tenait devant lui, les yeux remplis de sympathie et de regret. Je suis vraiment désolée, monsieur Davis. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour arriver à temps. Sa voix se brisa, écrasée par le poids de la défaite. Davis prit une profonde inspiration, baissant la tête. Les mots de reproche brûlaient ses lèvres, mais il les ravala. Après un long moment, il leva les yeux, ses traits marqués par une douleur plus profonde que la colère. « Tu sais, Monique, j'ai toujours vécu ma vie avec dignité et justice. Mais aujourd'hui, ces policiers n'ont pas seulement fait du mal. Ils ont violé ma confiance envers les personnes à qui j'avais confié la protection de notre communauté. Leurs actions sont inacceptables. » Sa voix était ferme, et Monique comprit qu'à cet instant, Davis ne pleurait pas seulement la perte de sa fille,
mais faisait face à une injustice si étouffante qu'il ne pouvait plus la tolérer. Elle ressentait encore la culpabilité de son retard, bien qu'elle sache que ce n'était pas de sa faute. Pourtant, elle savait ce qu'il fallait faire, se battre pour la justice. Vous pouvez avoir confiance en moi, shérif. Je ferai tout ce que je peux pour vous aider. J'ai une caméra dans ma voiture qui a tout enregistré, déclara-t-elle, le regard déterminé. Davis ne répondit pas immédiatement. Il sortit son téléphone, composa un numéro et, après un bref moment, commença à parler d'une voix ferme. Lorsque l'appel fut terminé, il se tourna vers Monique. J'ai appelé le chef des ressources humaines du département de police. Une enquête a été ouverte immédiatement sur ces 2 officiers. Je ne laisserai pas cette affaire sans conséquence. Monique ne dit rien, mais ses yeux reflétaient une profonde gratitude. Elle savait que la colère et la détermination de Davis allaient provoquer un changement. 1 heure plus tard, la nouvelle se répandit rapidement dans la communauté de Springdale. Le shérif Davis, une figure respectée, avait ordonné une enquête et demandé le licenciement des 2 officiers responsables de l'incident discriminatoire envers le docteur Monique Turner. Les collègues des officiers, surpris et déconcertés, savaient que contester une figure aussi influente que Davis était risqué. Davis, assis dans son bureau, tapotait ses doigts sur la table, envahi par des émotions contradictoires. Il savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Bien qu'il ait perdu Lily, il était déterminé à ce que justice soit rendue. Monique, après avoir passé plusieurs heures à soutenir la famille de Davis et à travailler avec l'équipe médicale, quitta l'hôpital avec un sentiment de devoir inachevé. Pendant ce temps, Davis, refusant de laisser l'affaire s'éteindre, ordonna au service juridique de déposer une plainte officielle contre les officiers pour discrimination raciale. Toutes les informations seraient rendues publiques. Rapidement, les journaux locaux relayèrent l'histoire, critiquant les actes discriminatoires des 2 policiers. La population de Springdale, choquée et indignée, organisa une manifestation contre le racisme et pour une réforme de la police. Lors d'une conférence de presse, Davis se tint face aux journalistes, le regard déterminé et la voix ferme. Le racisme n'a pas sa place dans notre organisation. Les actions de ces 2 officiers ne sont pas seulement une violation de notre éthique professionnelle, mais aussi un affront à la justice et à l'égalité que nous nous efforçons de protéger. J'ai ordonné leur renvoi immédiat. Monique, présente lors de la conférence, ressentit une fierté inattendue. Bien que les officiers l'aient blessée, les décisions fermes et justes de Davis avaient réparé une partie de ce tort. De retour chez elle, Monique écrivit une lettre au shérif Davis. Merci pour vos actions décisives. Vous n'avez pas seulement défendu ma dignité, mais aussi celle de toutes les personnes victimes d'injustice. Ce combat n'est pas facile, mais c'est grâce à des leaders comme vous que des changements réels deviennent possibles. Pour Davis, malgré la douleur de la perte de sa fille, un nouvel espoir et une détermination renouvelée l'habitaient. Il devint non seulement un leader, mais aussi un symbole de changement et de justice pour sa communauté.